Merci beaucoup mon père pour cette invitation qui a été organisée par plusieurs personnes, dont mon éditeur, puisque évidemment vous allez pouvoir repartir avec les paroles du grand homme. Et avec la librairie Siloé. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi d'avoir autant de monde en soirée pour parler d'un sujet qui n'est tout de même pas le plus simple et le plus joyeux, même s'il est incontournable. Et je suis expert sur ces questions-là depuis tellement d'années que je pourrais vous garder 5 jours. Mais non, rassurez-vous, dans 1 heure et demie au plus tard, cette soirée se terminera. Je vous propose de commencer d'abord par quelques rappels de définition, de choses claires. Parce que vous avez remarqué que les médias et certains prosélytes de l'euthanasie font circuler des informations qui ne sont pas du tout justes, qui sont déformées, avec des définitions qui sont fausses. Donc, je vais commencer par remettre un petit peu les choses au clair. Souvent, vous entendez, par exemple, vous avez souvent entendu 96%, 92% des Français sont pour l'euthanasie. C'est totalement faux. C'est un mensonge. D'abord, vous avez déjà vu 92% des Français d'accord ensemble sur quelque chose? Moi, jamais. Et j'ai quand même quelques heures de vol. Donc, c'est un mensonge de gens qui ont posé des mauvaises questions et qui ont additionné plusieurs réponses. Donc, vous verrez dans le livre, alors, vous avez bien compris, c'est un livre formidable, il faut l'acheter ce soir, mais on explique pourquoi c'est un mensonge et c'est un mauvais calcul, délibérément fait pour impressionner la population et les députés qui le croient en plus. Que 92% des Français sont pour l'euthanasie. C'est faux. 25% des Français dans l'étude disent « oui, moi, d'emblée, j'ai besoin de me sentir rassuré par l'euthanasie ». Pourquoi ? Parce que l'euthanasie, ça évite de mourir, ça évite de souffrir. Il y a une espèce de collusion des idées sur lequel je reviendrai. Et puis il y a d'autres choses qui sont fausses aussi, que vous entendez, mais alors tout le temps, y compris un député qui l'a redit l'autre jour, que les soins palliatifs feraient mourir les malades de faim et de soif. C'est absolument inadmissible de dire de tels mensonges. Alors, je vais me présenter, oui, pour vous dire, donc j'ai passé toute ma vie à m'occuper des patients très malades. Je suis spécialiste des choses qui ne sont pas très drôles, de la douleur chronique, des soins palliatifs et de la gériatrie. Donc j'ai passé ma vie à voir des patients dont je savais que je ne les guérirais pas, ou dont souvent les douleurs chroniques sont difficilement calmables. Mais pourtant, je ne suis pas spécialement déprimé, parce que quand on s'occupe de patients très malades, on est dans la vie jusqu'au bout et on est au service de leur sens, de leur vie. Et ça sera sûrement une des conclusions tout à l'heure de la soirée. Donc commençons par rappeler quelques définitions sur les soins palliatifs, la sédation, l'euthanasie, le suicide assisté, parce qu'en ce moment, c'est un peu le grand mélange. Alors d'abord, première chose, et ce n'est pas une blague, nous sommes tous mortels. Et la société n'a pas du tout envie de nous aider à penser à ça de manière humaine, posée et intelligente. Nous sommes tous mortels, c'est-à-dire que nous sommes tous confrontés à notre angoisse de mort qui sommeille au fond de notre cerveau et qui sommeille d'ailleurs pas toujours doucement, qui nous fait sentir notre angoisse de mort. Nous sommes atteints par la finitude. Nous sommes des êtres finis, bien finis. J'espère que ce soir vous êtes tous en forme, mais touchés par la finitude. Et si la mort fait partie de la vie, alors déjà vous allez comprendre la définition des soins palliatifs. La définition des soins palliatifs, c'est une philosophie du soin qui accepte la finitude de l'autre. Parce que accepter votre propre finitude, je vous laisse voir ça avec votre psychanalyste préféré. Ça prend du temps, ce n'est pas simple. Mais la finitude de l'autre, et en plus là, en tant que professionnel, pour moi, qui a été payé, mal payé bien sûr, mais payé toute ma vie pour m'occuper de la maladie de l'autre, c'est véritablement essentiel d'accepter la finitude de l'autre. Or, écoutez bien les discours ambiants, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la mort comme si c'était
d'emblée inacceptable. Ah oui, j'ai pas envie de mourir, vous non plus j'imagine, en tout cas le plus tard possible et le mieux possible. On est tous d'accord. Mais par exemple, Lynn Renaud récemment a dit je ne veux pas être prolongée, donc j'ai pour l'euthanasie. C'est deux choses complètement différentes et il y a une confusion. Elle a dit quelque chose, et vous savez que Lynn Renaud est une des personnes très écoutées dans les médias. Elle a dit j'ai vu mourir mon ami, j'ai vu mourir ma mère, j'ai vu mourir, et je ne veux pas voir ça. Fin de citation. Ah ben c'est justement ce que je suis en train de dire. L'angoisse de mort, ça vous donne envie de ne pas voir la mort de près, ça vous donne envie de mourir avant de mourir. Et voilà la première définition des soins palliatifs. C'est une philosophie du soin qui va s'occuper d'autrui comme un être, un sujet, une personne jusqu'au bout, mais j'accepte qu'il meure un jour car ce n'est pas de ma faute si j'ai bien travaillé, ce n'est pas de ma faute s'il a un cancer, une maladie de Charcot, un Alzheimer, un coronavirus, un VIH, que sais-je. Accepter la finitude de l'autre. Être au service d'autrui pour son confort, sa douleur, le sens de sa vie, qu'il vive du mieux qu'il peut jusqu'au bout, parce que sa mort fait partie de la vie. Ben, cette définition-là, déjà, peut-être que certains d'entre vous tout à l'heure diront qu'ils ne sont pas d'accord, ou peut-être certains sont choqués en disant mais les soins palliatifs, c'est abandonner l'autre, ce sont des choses qui vous semblent inacceptables. La définition, c'est respecter l'autre jusqu'au bout en acceptant sa finitude. Donc en étant centré sur sa douleur, sa souffrance, son confort, dans son système familial. Le soin palliatif, c'est le respect de l'autre, et il y a toujours quelque chose à faire pour l'autre, disait Cicely Saunders, la grande créatrice anglaise des soins palliatifs, il y a toujours quelque chose à faire. Même quand il n'y a plus rien à faire, disait-elle. C'est Thérèse Vanier, son assistante, qui disait ça. Les soins palliatifs, c'est continuer à faire quelque chose quand on n'a plus rien à faire. En fait, c'est continuer à être quand il n'y a plus rien à faire de technologique. Le mot « faire » n'a pas le même sens au début et à la fin de la phrase. Tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire, tout ce qui reste à être et à donner comme soin quand il n'y a plus rien à faire de technologique. Première définition. Les soins palliatifs, donc vous voyez, ce n'est pas du tout scandaleux. Et ça a été une révolution en 1999 en France. J'ai fait partie des gens qui ont préparé cette première loi, privilège de mon âge. En 1999, on est un des premiers pays au monde, sachez-le, à mettre, on a été d'ailleurs salué pour ça par l'OMS dans un congrès mondial à Montréal où j'étais, on a été un des premiers pays au monde à mettre dans la loi que le soin palliatif devait être proposé et accessible à tout malade dont l'État le requiert. Fin de citation. Oui, sauf que les moyens n'ont jamais été mis correctement, la société n'a pas du tout envie de s'occuper de ça, et c'est pour ça que depuis 30 ans, ça fait plus de 30 ans qu'on a fondé les soins palliatifs en France et que cette loi a été votée, la loi a été votée après qu'on ait fondé la société de soins palliatifs, on est toujours dans le tout curatif. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous pouvez raconter des histoires d'acharnement thérapeutique qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, ici, à La Rochelle, à Nantes, à Paris, où vous voulez. Notre société, notre système de santé fonctionne dans le tout curatif, dans l'excès du curatif, c'est-à-dire l'acharnement thérapeutique. Or, l'acharnement thérapeutique est interdit depuis 2005, la loi Lunetti. C'était déjà interdit avant, mais tout le monde s'en fichait. Et les gens ne connaissaient pas les textes. Bon, passons. Donc, voyez, les soins palliatifs, accepter la finitude de l'autre. Deuxième définition, l'euthanasie. L'euthanasie, certains esprits mal renseignés disent « ça vient du grec « euthanatos », la bonne mort, donc la mort douce ». Pas du tout. Les historiens des histoires des mentalités, dont un célèbre collègue qui s'appelle Patrick Tominet, mais il y en a eu d'autres, ont fait des recherches, ont travaillé, ont montré que c'était une mort choisie. Et elle était bonne parce qu'elle était choisie dans l'Antiquité. C'était entre deux mots
je choisis celle qui m'est la moins pénible. Mourir tout de suite si je suis promis à une maladie chronique, mourir de telle ou telle manière, c'était le choix. Euthanasiontes, le choix de la bonne mort quand je suis exposé au risque mortel. C'est-à-dire que euthanasie, il faut vraiment refaire complètement l'image. Ça ne veut pas dire bonne mort douce, ça veut dire choix de la mort. Ça, c'était le sens premier. C'est assez compliqué au XXe siècle, parce qu'en fait, euthanasie, la définition actuelle, décidée par le Comité consultatif national d'éthique, l'Observatoire de la fin de vie, c'est l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Chaque mot compte. Acte délibéré d'un tiers. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui m'enlève la vie. Acte délibéré. Il est délibéré. On ne fait pas d'euthanasie passive. Souvenez-vous de ce pauvre Léon Schwarzenberg, avec lequel je me suis engueulé de nombreuses fois dans les médias, qui mélangeait tout. Hein. L'euthanasie, c'est un acte délibéré. Donc comment voulez-vous que l'euthanasie soit passive? Ça ne peut pas être à son insu de son plein gré, comme pour le coureur cycliste. Vous voyez, non, l'euthanasie, c'est forcément actif, c'est forcément délibéré, c'est la définition. L'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Il est malade, il est très malade. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas euthanasie, ça s'appelle homicide. L'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort de quelqu'un, ça s'appelle un homicide. C'est évidemment interdit par le code pénal. Mais le mot euthanasie n'existe pas dans le code pénal. C'est pour ça que c'est le juge d'instruction, qui a les pleins pouvoirs, je vous rappelle, au cours de l'instruction, qui qualifie la situation lorsqu'une plainte est déposée. Donc, euthanasie, je résume, acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Ce n'est donc pas du tout le suicide, ni le suicide assisté. Certaines personnalités politiques, mon devoir de réserve m'interdit de citer, confondent toujours les deux. L'euthanasie est permise en Belgique, au Canada, mais pas en Suisse. En Suisse, c'est le suicide assisté. En Suisse, l'euthanasie est appelée meurtre médical dans les textes. Les hommes politiques récents ont parlé d'euthanasie en Suisse. On va leur pardonner dans ce temple de la spiritualité. Mais ils confondent tout. Le suicide, c'est se suicider. Et on a inventé l'expression suicide assisté. Alors évidemment, ça frotte les oreilles des fins sémanticiens et linguistes que vous êtes. Suicide assisté, suicide, c'est se suicider, point. On a collé ça avec l'assistance parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se suicider eux-mêmes ou, beaucoup plus fréquemment, qui pourraient parfaitement se suicider, mais qui ne le font pas et qui demandent à un tiers de les suicider. Vous voyez que le territoire euthanasie-suicide, c'est deux territoires qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. Mais n'empêche qu'au niveau des définitions de l'éthique, de la philosophie, de la pratique du geste, c'est deux choses complètement différentes. En Suisse, c'est le suicide assisté. Et pourquoi on dit assistance au suicide? Parce que, si jamais il y a une plainte déposée, le juge d'instruction considère comment ça s'est passé et définit si le malade a participé, ne serait-ce qu'un petit peu, au geste qui lui enlève la vie. Cette assistance-là, ça peut être ne pas retirer le bras d'une perfusion qu'on vous pose, ça peut être avaler un médicament qu'on vous fait boire, par exemple. Ça, c'est une participation au geste. Le malade sait qu'il est en train de boire un truc qui va le faire mourir. Donc vous voyez que soins palliatifs, respect jusqu'au bout de la vie en acceptant la finitude, la mort fait partie de la vie. Et déjà, rien que là-dessus, il y a des gens qui ont des plaques d'eczéma. Ils ne supportent pas, en fait. Deuxième définition, euthanasie, acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Suicide, se suicider. Point. Final. Tout seul.
Le suicide n'est pas du tout pénalisé. Il est libre. Personne n'a le droit de se suicider. Tout le monde a la liberté de se suicider. Ce n'est pas répréhensible dans le droit pénal. Enfin, ça ne l'est plus parce que ça l'était. Je vous rappelle que les gens qui se suicidaient au Moyen-Âge, on les écartelait entre 4 chevaux et on brûlait ce qui restait pour leur apprendre à vivre. C'était ça, hein. Médiéval, vous avez une mentalité assez chaude. Non, tout ça c'est fini. Vous avez la liberté de se suicider. Ceci dit, si l'un d'entre vous me disait après ma conférence, après avoir acheté mon livre, bon, maintenant, j'ai fait mon devoir ce soir, je vais me suicider, je lui dirais non, attends, t'es mon frère en humanité. J'ai eu plein de malades qui m'ont dit je veux me suicider. J'ai été intervenant pendant des années dans un centre psychiatrique. J'en ai vu des malades suicidaires. Mais attends, dis-moi ce qui se passe, je t'offre un pot, je vais t'aider. La menace de suicide, c'est un appel à notre humanité. C'est mon frère qui ne supporte pas la vie, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? Donc s'il se suicide tout seul, c'est votre liberté. On sera très triste d'apprendre ça demain matin. Certains même diront, bah, dis donc la conférence de Gomas, elle a été efficace, il y en a 2 qui sont suicidés. Non, je vous en prie, ne vous suicidez pas ce soir. Mais ça sera vous tout seul. Si vous organisez un suicide assisté, ça veut dire que vous allez demander à quelqu'un de vous aider, peu ou prou, à vous suicider. Nouvelle définition. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. La fameuse sédation profonde. Alors là, je peux vous dire, y compris parmi les professionnels de santé, les confusions sont extrêmes. Alors il se trouve que j'ai participé à la rédaction des textes, que j'ai été relecteur expert de ce qui a été diffusé par la Haute Autorité de Santé. Je connais bien le sujet. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès n'est absolument pas une euthanasie. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est une tactique pour faire dormir un malade qu'on n'arrive pas à calmer autrement. Et ce malade, il est en train de mourir. C'est réservé aux situations ultimes. Alors ceux qui veulent entretenir la confusion exprès disent « Oui, en fait, c'est la même chose parce que 3 jours après, il est mort, donc c'est comme une euthanasie. » Mais non, ils ne connaissent pas les choses, ils n'ont jamais fait ni d'éthique ni de philo, donc ils confondent. Parce que qu'est-ce que c'est l'intentionnalité en éthique et en philo? C'est au nom de quoi je fais ça et pourquoi je fais ça. Quand vous euthanasiez quelqu'un, c'est 10 minutes, hein, 1 heure maximum, hein, ça ne dure pas 3 jours une euthanasie. Hein. Ou alors là, vous avez affaire à un médecin ou à un soignant particulièrement incompétent. Hein. C'est arrivé. Hein. Vincent Humbert à Berck, ils sont pris à 3 fois pour l'euthanasier. Hein. Passons. Donc, l'euthanasie, c'est rapide, c'est immédiat, c'est pas quelque chose de forcément doux, c'est un geste d'une violence inouïe d'enlever la vie à quelqu'un. La sédation profonde, imaginez, moi ça a été mon métier, puisque j'ai dirigé un service expert sur ces questions-là pendant 25 ans, c'est un malade qui va extrêmement mal, malgré tous nos efforts, malgré toutes nos techniques, malgré tous nos médicaments. Il n'est pas à 0 douleur et il n'est pas à 0 souffrance. Ah oui, parce que faudra revenir, il faut que je fasse une autre conférence là-dessus, mon père. Douleur et souffrance, c'est pas la même chose. La douleur, c'est la douleur physique, j'ai mal. La souffrance, c'est la souffrance morale. Je suis mal dans ma tête. C'est pas du tout la même chose. Passons, je reviendrai. Donc, la sédation profonde, vous imaginez, vous avez un malade extrêmement malade, nous faisons des efforts, nous sommes dans la créativité, dans l'inventivité du soin palliatif pour essayer de trouver les bonnes solutions pour assurer le meilleur confort possible. Et quelquefois, c'est dans un service spécialisé comme celui que j'ai dirigé, c'est 1 ou 2 fois sur 100. C'est exceptionnel. Et dans un service spécialisé où on sait faire plein de choses. Donc 1 ou 2 fois sur 100, on se dit, la souffrance est telle, le patient est tellement mal calmé, on n'arrive pas à faire autrement, il est à quelques jours ou quelques semaines de sa fin de vie, nous allons le faire dormir. Et la loi Claes-Leonetti nous permet de ne pas le réveiller. Clairement, une sédation profonde et continue, le malade ne se réveillera plus. Mais l'intentionnalité n'est pas de le faire mourir.
C'est juste de calmer le symptôme et de le laisser lâcher prise et mourir à son heure. Parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer ce soir, parce que vous ne connaissez sûrement pas cette publication scientifique. Nous avons prouvé que le jour de votre décès, vous ne décédez pas complètement par hasard. La plupart d'entre nous, nous choisissons l'heure et surtout, nous choisissons les gens qui nous entourent. Je vois, il y a tellement de gens qui hochent la tête dans cette belle église que ça veut dire, je vous rappelle des souvenirs. Et que vous savez tous à quel point des gens en fin de vie attendent des dates, attendent des heures, attendent des visites ou au contraire, attendent que toutes les visites soient sorties de la chambre pour décéder tout seul. On a fait une étude absolument considérable avec toute mon équipe. On a analysé, imaginez le travail, 600 décès consécutifs. Minutés, surveillés, notés. Des milliers et des milliers d'items notés pendant 3 ans et demi pour savoir quand est-ce que le patient décédait par rapport à ses visites, par rapport à ce qu'il avait dit, par rapport au fait qu'il soit tout seul ou pas tout seul, le jour, la nuit, etc. etc. Et c'est spectaculaire. 3/4 des patients, y compris les patients qui sont entourés 5, 6, 7, 10 heures par jour, 3/4 des patients décèdent seuls. Ce n'est donc pas un hasard. Notre psychologue génial, Michel Legrand, avait résumé ça par cette phrase magnifique: le dernier souffle ne se prend pas, il se donne. C'est le malade qui donne son dernier souffle dans un ultime sursaut du sens de la vie jusqu'au bout. Et avec une autre publication que je ne vais pas détailler parce qu'on ne va pas passer la nuit dans ce bel endroit, nous avons 2 publications scientifiques bien faites qui montrent que le malade choisit le jour et choisit l'heure. C'est ennuyeux parce qu'un grand bonhomme a dit il y a très longtemps « Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Ça me rappelle des souvenirs. Oui, mais enfin, sur un plan scientifique, je peux vous dire que les patients qui sont entourés, quand ils ont le choix, et c'est le cas dans une unité de soins palliatifs, à domicile, où j'ai accompagné des milliers de malades également, à domicile, il n'y a pas le choix, la famille est tout le temps là. Donc évidemment, le malade meurt avec sa famille à domicile. Quoique, quelquefois, tout le monde est dans le salon et le malade meurt tout seul. Bon, on n'a pas fait cette étude-là, mais je suis sûr qu'il y aurait des choses à trouver très intéressantes. Autrement dit, on a des preuves que le sens de la vie, même dans le coma, enfin, ce que j'appelle le sens de la vie, non, je reprends, que le lâcher-prise du malade, qui correspond probablement à ce qu'il est en train de vivre, à ce qu'il lui reste de cerveau, même dans le coma, ça fonctionne encore et c'est lui qui lâche prise un jour. Même s'il n'a pas mangé depuis des jours et des jours, même s'il n'a pas bu depuis des jours et des jours. Vous savez bien que quand on est très malade, on n'a pas faim et pas soif. Vous avez déjà vu, vous, des malades très malades qui demandent un poulet basquez et de la mousse au chocolat? C'est un fantasme de bien portant. C'est une idée reçue des gens qui veulent essayer de noircir les soins palliatifs. Il n'y a pas de malade qui demande de la mousse au chocolat. Et s'il demande de la mousse au chocolat, on va essayer de lui donner. Évidemment. Donc, avant de m'emballer sur tous ces sujets, parce que c'est passionnant de travailler ces questions-là, faisons le tour des définitions. Soins palliatifs, finitude acceptée. Euthanasie, l'acte d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Suicide, c'est se suicider. Suicide assisté, c'est se suicider avec l'aide d'un autre, et il y a tout un champ compliqué d'analyse, etc. Euthanasie, Belgique, Canada, suicide assisté, Suisse. Et maintenant, Italie et Autriche et Allemagne. Sédation profonde et continue, c'est une thérapeutique pour calmer un malade qu'on n'arrive pas à calmer autrement, mais un malade qui est en train de mourir. Évidemment, si on se met à faire des sédations profondes à des gens comme vous et moi, on va mettre des semaines à mourir, parce que d'abord on ne lâchera pas prise, et ensuite notre corps n'est pas prêt à s'arrêter. Si je résume, on décède quand on a un corps abîmé et un esprit qui lâche prise. Si votre corps est abîmé, tant que votre esprit ne lâche pas prise, vous allez survivre des jours, des jours, des jours. Eh bien, vous vous rendez compte qu'avec ces définitions, déjà, on fait un peu le tri. On avance, on comprend mieux ce qui se passe. Il y a encore une définition qui est très importante, c'est l'acharnement thérapeutique.
Alors, je vais commencer par une petite blague de réanimateur. Je suis ancien cardiologue, j'ai fait de la réanimation cardiaque. Un malade qui va très mal, mais très très mal, en réanimation, on se bat pour essayer de lui faire passer le cap aigu. On se bat, quelquefois, on pourrait nous voir de l'extérieur en disant « mais ils sont en train de s'acharner sur Madame Michu ». Oui, enfin, si Madame Michu survit et sort de réanimation, c'était un acharnement thérapeutique qui n'était pas un acharnement, c'était une belle réanimation. On a gagné. Donc attention à ne pas traiter d'acharnement thérapeutique toutes les stratégies un peu teigneuses qui, heureusement, permettent de passer des caps aigus en réanimation pour plein de gens accidentés. Tenez, je ne nous le souhaite pas, mais imaginez qu'en sortant ce soir, je rencontre de trop près une voiture qui passe trop vite dans la rue, boum, je me retrouve aux urgences de La Rochelle, volet thoracique, trauma crânien, hémorragie interne, j'en passe et des meilleurs, fémur cassé, etc. J'espère bien mes petits camarades des urgences et dans le SAMU vont se battre pour me sauver, moi qui ne suis pas en fin de vie, jeune, plein de talent, avec beaucoup d'avenir encore devant lui, bien sûr. J'espère bien qu'ils vont se battre et que je vais être ce soir intubé, ventilé, sédaté pour traiter mon volet thoracique et peut-être dans 3 semaines je sortirai de réa. Parce que les polytraumatismes graves, c'est plusieurs semaines de réanimation. Heureusement que nos amis réanimateurs ne lâchent pas prise trop tôt pour sauver des vies humaines. N'oubliez pas ça. Maintenant, là, c'est un jeune fringant qui se fait écraser par une voiture, donc évidemment, on va se battre pour le sauver. Imaginons maintenant que c'est un patient, âgé ou pas d'ailleurs, compte tenu de la moyenne d'âge de certains d'entre nous dans cette pièce, nous allons être prudents sur l'âge. Compte tenu de la couleur de mes cheveux et de certains autres dans cette église, on va être prudent. Donc, admettons que ce soit quelqu'un, mais jeune ou vieux, le problème n'est pas là, qui est très malade, proche de sa fin de vie. Proche de sa fin de vie parce qu'on sait, sur le plan scientifique, quand vous êtes métastasé de partout, vous avez 4 accidents vasculaires cérébraux, que vous êtes paralysé de partout, que vous avez des maladies neurodégénératives, vous allez mourir. Là, ça serait déraisonnable de vous réanimer pendant des semaines si vous faites un autre incident. Parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas vous faire passer le cap aigu, vous n'avez plus les moyens de récupérer dans votre corps et votre esprit. Et là, des semaines de réanimation, ça deviendrait un acharnement thérapeutique. Je travaille avec les cancérologues depuis bientôt 40 ans. Les cancérologues sont mes amis. Sauf que j'aimerais bien qu'on dise la réalité des choses aux malades, en oncologie ou en neurologie. Quand vous avez des métastases sus et sous-diaphragmatiques et que vous avez 3 sites métastatiques, il serait raisonnable, chers amis oncologues, de vous calmer un peu parce qu'on ne peut pas guérir les malades qui ont plusieurs sites métastatiques. Je suis désolé si certains d'entre vous sont concernés par cette situation dans votre famille, peut-être même certains d'entre vous sont malades. Mais voilà, c'est ça le tragique de l'histoire, c'est ça aussi le sympathique. Arriver à affronter des réalités qui sont incontournables, même si ça ne fait pas plaisir. Et c'est pour ça qu'on a essayé de travailler avec les oncologues pour qu'ils annoncent, les fameuses consultations d'annonces, qu'ils soient un petit peu plus réalistes dans les annonces. Parce qu'il y a d'autres publications scientifiques qui ont montré que ça ne sert à rien de mentir à un malade. Le jour où il s'en aperçoit, c'est pire pour lui. Enfin, ça aussi, ça marche dans la vie privée. Hein. C'est Martine Oziewski qui a montré ça, une des grandes psychologues qui a écrit un livre fantastique là-dessus et qui a montré que quand on a des mauvaises nouvelles, si on vous ment sur ces mauvaises nouvelles vous rattrapent toujours. Et bien, le jour où vous vous rendez compte qu'on vous a menti, vous êtes obligé d'affronter la fin de vie et la maladie qui vous a rattrapé, et vous vous rendez compte que tous les gens que vous aimiez vous ont menti. Eh bien, je peux vous dire, c'est épouvantable. Et Martine Oziewski a fait tout un travail d'analyse là-dessus. Et nous sommes beaucoup de ceux qui ont travaillé avec elle, qui sont très très vigilants sur l'annonce du diagnostic pour être dans le vrai. Si vous mentez à un patient, vous l'empêchez d'être acteur de sa propre vie. Et il y a encore beaucoup de maladies graves qui ne sont pas annoncées correctement actuellement en France. Et ça fait le lit des acharnements thérapeutiques, parce que comme on n'a pas annoncé aux malades que sa maladie est impossible à contrôler, le malade lui-même sera le premier à demander encore des traitements, puisqu'il n'a pas forcément intégré que ces traitements sont inutiles.
L'acharnement thérapeutique, c'est le traitement excessif par rapport au contexte. Par rapport au contexte, et vous voyez donc la définition de l'acharnement thérapeutique est très difficile parce que le contexte va influencer énormément de choses. L'âge, la maladie, la pente évolutive, les comorbidités, c'est des gros mots, mais maintenant tout le monde les connaît. Depuis le Covid, on a augmenté notre connaissance en lexique médical. Donc tout ça influence l'acharnement thérapeutique. Attention, l'acharnement thérapeutique, c'est trop fréquent. Il y en a encore d'autres en France et c'est surtout interdit depuis 2005. Donc quand Lynn Renaud nous dit « je ne veux pas qu'on prolonge », je dis « bravo Lynn Renaud, on est complètement d'accord, tu ne fais que rappeler la loi de 2005 ». Et quand elle termine sa phrase en disant « donc je suis pour l'euthanasie », alors là elle fait une grosse confusion, ça n'a rien à voir. Refuser l'acharnement thérapeutique, c'est vivre jusqu'au bout en étant respecté, donc pas de traitement inutile, pas d'excès, traitement de la douleur, prise en compte de la souffrance. Il n'y a pas besoin d'euthanasier le malade à ce moment-là. Ouais, c'est compliqué cependant tout ça. Voilà, je vous propose, après cette densité, de vous redonner la parole avant de continuer à vous raconter d'autres choses, parce que répondre à vos questions ou à vos cas cliniques sera peut-être très utile. Sûrement très utile, mais je veux dire, c'est peut-être le moment déjà là de parler de ça. J'espère avoir bien caractérisé les choses pour plus confondre. Je vous en prie, la Belgique, c'est l'euthanasie. Et la Suisse, c'est le suicide assisté. Je vous en prie, ne confondez pas. On analyse dans notre livre des choses très précises, factuelles. Notre livre, il n'est pas un livre de colère, c'est un livre d'explication qu'on a écrit pour vous. Il n'y a pas de termes techniques, ou il y en a quelques-uns, mais on l'explique en bas de la page. C'est vraiment un livre pour ceux qui veulent réfléchir, qui veulent avoir des arguments. On ne cherche pas à vous convaincre. Vous avez la liberté de sortir de cette église en disant « Gomas, il est bien gentil, mais je suis favorable à l'euthanasie au sujet. » Je vous laisse la liberté. Mais ce que je veux au moins, c'est que vous ayez les arguments et la lucidité pour en parler sans tout confondre. Ça me semble vraiment très important et ça va aider le débat. Alors peut-être un dernier mot avant de vous donner la parole, le débat qui se profile. Vous avez vu que tous les jours, je vous donne la parole, vous avez vu que tous les jours en ce moment, on nous parle de la Convention citoyenne qui est donc co-dirigée par le ministre Véran, le ministre Firmin-Baudot, le Conseil économique, social et environnemental présidé par le président de la Mutualité et sous la dépendance du président de la République. Alors, il se trouve que toutes ces personnes, toutes, ont dit qu'elles étaient favorables à l'euthanasie. Pardon ? Bien sûr, l'Église a une position, elle a été donnée. Mais c'est juste pour vous dire que nous annoncer qu'on va faire une convention citoyenne. Alors déjà, convention citoyenne, ce n'est pas simple quand on a déjà plein de représentations du peuple. Mais enfin, bon, passons. Une convention citoyenne, où, comme le dit Madame Firmin-Baudot dans un réunion de travail que j'ai eu avec elle il n'y a pas longtemps, tout est sur la table, tout est ouvert. Et elle finit sa phrase en disant « mais je suis pour l'euthanasie ». Écoutez, Madame la Ministre, je veux bien que tout soit ouvert, mais si vous avez déjà décidé, je ne vois pas très bien à quoi ça va servir. Donc, nous allons jouer le jeu. Nous allons participer à la Convention citoyenne, nous, les experts en soins palliatifs, si on nous demande notre avis, mais j'espère que ça sera un vrai débat où on n'a pas déjà la solution du problème avant de commencer. Voilà mes craintes. Donc, Madame la position de l'Église, bien sûr, l'ordre des médecins s'est exprimé résolument contre toute mort programmée, et l'Église aussi. Ah, j'ai oublié une définition. Vous avez entendu parler du Conseil, du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, qui vient de rendre l'avis 139 sur la fin de vie et l'euthanasie. Et cet avis s'appuie sur une phrase qui est inadmissible et scandaleuse, qui est l'aide active à mourir. Aide active à mourir. Mourir, ça serait une aide? Administrer la mort, ça serait un soin? Sûrement pas. Et là, je dis à mes camarades du CCNE, mais qu'est-ce qui vous a pris
d'utiliser les expressions des journalistes qui disent « aide active à mourir ». C'est indigne d'un comité d'éthique d'utiliser une expression qui ne veut rien dire. Administrer la mort n'est pas un soin. Aider, c'est sûrement pas donner la mort. Et aide active, mais l'aide active, c'est les soins, c'est la médecine. L'aide active à vivre, c'est les soins palliatifs. L'aide active à mourir, ça ne peut pas exister dans une société qui est au service de la vie et du respect de l'autre. Ou alors, on va avoir des soucis avec les plus vulnérables d'entre nous. Donc, aide active à mourir, c'est une expression qu'il ne faut pas utiliser. Il faut utiliser mort programmée. Et j'ai une confidence à vous faire, à travailler avec beaucoup de monde pour ces rapports, pour tout ce qu'on répond quand on nous pose des questions. Les Canadiens, nos amis canadiens qu'on aime tant, ont eu l'hypocrisie dans les documents fédéraux de préparation de la loi de dire « euthanasie, c'est tellement violent qu'on ne va pas utiliser ce mot, on va dire aide médicale à mourir ». Ils l'ont marqué noir sur blanc que c'était trop violent de dire euthanasie et qu'ils avaient édulcoré l'expression pour que ça passe mieux. Et au Canada, ils disent AMM, aide médicale à mourir, parce que c'est les médecins qui euthanasient les malades. Donc, je suis désolé, mais c'est une expression inacceptable pour des professionnels du soin. Administrer la mort ne sera jamais un soin. S'occuper d'un malade trop douloureux, trop souffrant, c'est ça le soin. Mais administrer la mort ne peut pas être un soin. J'entends votre prudence et j'entends votre désir d'écouter l'autre. Alors, vous avez évoqué tous les Français qui sont obligés de s'exiler, comme vous dites, pour se faire euthanasier ou suicider. Alors là aussi, je redresse un mensonge tout à fait délibéré de la part de certains qui parlent de centaines, de milliers de Français. Et vous plaisantez, c'est quelques dizaines par an. Je répète, quelques dizaines par an. Les Belges et les Suisses, dans leur rapport, indiquent des chiffres dérisoires. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas tous déclarés, et pour les suicides et pour les euthanasies. Mais ce sont des chiffres dérisoires. Et je vous rappelle qu'il y a 610 000 Français qui meurent chaque année, et un peu plus avec le Covid en ce moment, 610 000 personnes. Et on a quelques dizaines de Français qui passent la frontière. En Suisse, effectivement, c'est très cher. En Belgique, beaucoup moins. Donc, soyons raisonnables, c'est totalement exceptionnel pour l'instant. Les journalistes ne parlent que de ça, mais c'est totalement exceptionnel. Quand il y a une famille qui a grands frais de journalistes de reportage et qui part en Suisse sous les caméras vidéo, vous avez des milliers de malades qui ont la même maladie, qui restent chez eux, qui sont plus ou moins bien accompagnés, je sais, et qui ne vont nulle part et qui ont du sens à leur vie jusqu'au bout. Donc, soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Alors, pour revenir à ce que vous dites, madame, mais vous avez raison. Au sens où écouter l'autre, accueillir sa parole, vous avez raison. Mais là, on touche à un problème de philo et de droit. Je donnais un cours cet après-midi à des soignants et ils m'ont interpellé là-dessus aussi. Ah, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué dans notre société contemporaine. On est dans une société contemporaine où la liberté et l'autonomie sont devenues des dictates. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, où je veux, comme je veux, quand je veux, et je l'exige. C'est devenu ça, la liberté. C'est-à-dire, moi, tout seul, sans aucun lien avec personne, je fais ce que je veux et je te l'impose. Je suis désolé, mais moi qui ai accompagné des milliers de personnes, qui ai fait plus de 100 000 consultations, je suis désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas vrai. La liberté d'autrui n'est jamais isolée. La liberté d'autrui, surtout pour un acte qui met en cause la mienne et un acte mortifère, ne peut pas être isolé de son contexte. Et plutôt que de dire à quelqu'un, beaucoup de malades m'ont dit, alors beaucoup, j'ai accompagné des milliers de malades, il y a quelques centaines de malades qui m'ont dit souvent, et parfois pendant longtemps, et parfois jusqu'au bout de leur vie, je n'ai pas envie de vivre, je ne veux plus vivre cette vie-là, je suis malheureux, faites-moi mourir. Et je répondais, je ne veux pas, et accessoirement le droit m'en empêche, je ne peux pas, mais ce que vous me dites là montre à quel point ce n'est pas réglé en vous, et maintenant on a des solutions de sommeil induit pour calmer cette souffrance qui semble indicible. Mais enlever la vie de l'autre parce qu'il vous dit « je ne veux plus »,
Ça ne peut pas se résoudre aussi simplement que ça. J'entends, madame, et sachez qu'on est conscient qu'il y a une espèce de petite zone difficile dans notre législation actuellement. Ça concerne les malades comme la maladie de Charcot ou certaines maladies neurodégénératives où des malades ne veulent pas vivre la dernière période de vie qui est effectivement incontournable. C'est très intéressant de voir que quasiment pas de malades cancéreux font cette remarque-là. Comme si la symbolique du cancer était complètement différente de la symbolique de la maladie neurodégénérative. Il y a très peu de malades atteints de cancer qui demandent cette mort programmée. Ça arrive plus souvent dans les maladies neurodégénératives et dans la maladie de Charcot. Alors sachez qu'on est tellement conscient de ça qu'il y a actuellement un groupe de travail qui fonctionne pour faire des propositions aux législateurs lors de la Convention citoyenne pour savoir s'il n'y a pas des modifications de la sédation profonde ou des modifications législatives peut-être plus larges. On ne sait pas à l'avance, on est en train de travailler ça parce que j'entends ce que vous dites et nous savons qu'actuellement, on n'a pas 100% de solution à 100% des cas particuliers. Je profite au passage pour dire que combien nous avons été choqués par la question posée à la Convention citoyenne. Je n'ai pas les détails sur mon ordinateur, mais la question c'est est-ce que vous pensez que la loi actuelle peut résoudre tous les cas particuliers ? On se moque de la Convention citoyenne en posant une telle question. Évidemment que la loi ne peut pas répondre à tous les cas particuliers. C'est une question téléphonée pour que les choses bougent, mais c'est une question très choquante parce qu'elle induit déjà une partie de la réponse et ce n'est pas comme ça qu'on éclaire un débat, surtout sur ce sujet-là. Donc, sachez, mesdames et messieurs, que nous sommes dans une république laïque, décentralisée, républicaine et macronienne, et qu'il y a un cadre, un code de santé publique, un code civil, un code pénal, un code de la sécurité sociale, etc., une constitution, et tout ça encadre des valeurs de l'humain où, pour l'instant, on n'a jamais dit que les 67 millions de Français auraient 67 millions de solutions personnalisées pour ce qui leur arrive dans leur vie. On sent bien une espèce de glissement de la société contemporaine qui essaye de nous faire croire qu'on pourrait avoir des solutions pour tout le monde, y compris pour des choses exceptionnelles. La loi générale ne s'appliquera jamais à l'exceptionnel. Moi qui ai accompagné des milliers de malades, j'ai eu des malades dans des situations abracadabantesques. Le soin palliatif nous a poussés à inventer jusqu'au bout des trucs, des solutions de l'infinitésimal pour calmer le malade, le faire dormir si c'est trop insupportable, évidemment, mais sans lui enlever la vie, parce qu'à partir du moment où vous permettez d'enlever la vie, il n'y a pas que moi qui l'ai dit ces jours-ci, des philosophes, des penseurs, des intellectuels, Jean Leonetti, plein d'autres, c'est une rupture anthropologique. Vous changez de monde. Actuellement, notre monde est bâti sur le respect de la vie, même si elle est difficile. Tous les pays qui ont dépénalisé montrent à quel point c'est impossible de contrôler les dérives. Mesdames et messieurs, vous avez lu les informations hier. La Belgique vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect de la loi sur l'euthanasie. Ça fait des années qu'on dit à nos amis belges, j'ai enseigné pendant 15 ans en Belgique, j'aime la Belgique, mais ça fait 15 ans qu'on leur dit, 20 ans qu'on leur dit, votre loi n'est pas respectée. Et depuis 20 ans, beaucoup de gens, et surtout en ce moment où le débat est très intense, nous disent « mais si ». Eh ben non. L'enfant a été pris avec le doigt dans le pot de confiture, là vous voyez. La Cour européenne des droits de l'homme vient de faire un réquisitoire terrible sur la partialité de la commission de contrôle et sur le non-respect des règles par un certain médecin qui est un des chantres de ce mouvement. Donc, c'est juste pour vous dire que non, quand on dépénalise, on ouvre une boîte, on ouvre une porte et on ne peut plus rien contrôler. Vous savez, on a l'impression qu'il n'y a plus que deux choix, mourir ou souffrir. Ben non mais attendez, c'est pas ça la vraie vie. Il y a plein d'équipes et plein de médecins qui ne sont pas assez compétents et qui laissent trop souffrir les malades. Je sais, je suis d'accord, c'est mon combat toute ma vie. Je suis enseignant pour que ça change. Je n'arrête pas de faire des formations et de rencontrer des collègues pour que ça change. Mais quand vous écoutez un certain nombre de gens, des stars du showbiz, des hommes politiques,
des gens qui sont pro-euthanasie qui commencent par dire « Mon père est mort en hurlant pendant 6 jours. » Mais quelle horreur! Mais je suis scandalisé comme lui. Mais je propose une autre solution. Plutôt que d'euthanasier les gens qui ne sont pas bien soulagés, c'est mieux les soulager et la quasi-totalité de ces malades ne demandera plus euthanasie. Ça me semble quand même être un petit peu plus humain. Et c'est ma pratique d'expert. J'ai accompagné des milliers de malades. Les demandes d'euthanasie résiduelle sont extrêmement faibles. C'est pas vrai de dire que toutes les maladies de Charcot demandent l'euthanasie. C'est complètement faux. J'ai dirigé un centre de référence maladie de Charcot pendant 25 ans. Je suis désolé, c'est faux. Très peu de patients, un peu plus que dans le cancer, c'est vrai. Mais au total, numériquement, c'est quelques pourcents. Le cancer, c'est 1-2%. En maladie de Charcot, on va aller à 4-5% des gens qui disent là, franchement, j'en peux plus, j'ai déjà donné. Nous avons fait des sédations profondes et continues chez des malades atteints de maladie de Charcot, paralysés des 4 membres, communiquant un ordinateur et disant voilà, ça fait des mois que ça dure, j'en veux plus, vous me débranchez tout ça, je suis dans une souffrance insupportable, stop. Et la loi nous permet de faire dormir ces gens-là. Et ce malade lâchera prise. Tenez, je vous raconte un truc qui s'est passé. On fait une sédation profonde à une maladie de Charcot qui nous dit, avec son ordinateur, j'en peux plus. C'est des systèmes informatiques fabuleux. Avec les yeux, il vous tape à la machine à une vitesse époustouflante. Elle nous dit, j'en peux plus. Elle était dépendante de sa machine. On se dit, dès qu'on va débrancher la machine, elle va décéder. Tu parles, Charles. On met la malade dans le coma. On met beaucoup de temps à la mettre dans le coma complètement, avec des doses bien plus importantes que prévu. Ça veut dire qu'une partie d'elle résistait à cette sédation. Une fois qu'elle est complètement dans le coma, on arrête la machine et elle a continué à respirer toute seule. On l'a surveillée et elle n'a lâché prise que plusieurs heures après, alors que quand elle était réveillée, elle était asphyxiée et mourante en 2 minutes si elle n'avait pas sa ventilation. Elle a respiré sans ventilation plusieurs heures avant de lâcher prise. Quelle leçon d'humilité! Cette femme voulait décéder, voulait mourir, voulait ne plus sentir. Nous avons accepté de faire une sédation car elle rentrait dans la définition de la sédation profonde et elle a tenu bien plus longtemps que prévu avant de lâcher prise. Quelle leçon d'humilité pour moi qui aurait dit, attends, dès qu'on arrêtera la ventilation, cette dame décédera. Elle était dépendante de sa ventilation, donc dès qu'on coupera la ventilation, elle va s'arrêter. Pas du tout. Vous voyez, ça, c'est des leçons qui nous donnent tellement de prudence et d'humilité. Je vous rappelle que nous sommes tous ambivalents. Nous avons un psychisme. Alors, tiens, je reviendrai faire une séance de psychanalyse. Là. On va faire tout le programme 2023. Nous avons plusieurs étages dans notre psychisme, du conscient, de l'inconscient. Et nous avons un sens inné, nous les humains, pour la contradiction interne. Fabuleux, on fait des trucs, on arrive à se cliver, on demande quelque chose, on demande le contraire à notre chéri, on pense quelque chose et on fait le contraire. C'est fabuleux l'humain. Eh bien, vis-à-vis de la fin de vie, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de malades qui m'ont demandé « Docteur, j'en peux plus, c'est trop dur, regardez, je ne vaux plus rien, etc. Allez, faites-moi la piqûre. » On s'assoit, on discute, on change le traitement, on continue, et puis au bout de quelques jours, le malade ne dit plus ça, refait des projets, refait des trucs, nous remercie de ne pas l'avoir euthanasié. Le nombre de malades qui m'ont remercié de ne pas les avoir écoutés. Et puis je vais vous dire un truc, j'ai fait une sale blague à plusieurs malades âgés à domicile. Ne le répétez pas, il faudrait couper la caméra là. Quand j'étais médecin généraliste, vous savez, il y a des personnes âgées, leur demande de mort, ça devient du lien. Ça devient une manière de survivre. « Ah, je voudrais mourir, je ne devrais pas me réveiller !» Alors c'est sûr que beaucoup de personnes âgées n'ont pas une vie très drôle. Hein. Leurs enfants sont morts, leur conjoint est mort, elles sont toutes seules. Très bien. Et puis vous avez des malades qui continuent à faire leur petit tintouin à domicile, qui mangent très bien, qui ne maigrissent pas, qui organisent leur vie. Et à chaque fois que le médecin généraliste passe, « Je ne voudrais pas me réveiller, ma vie n'a plus de sens, etc. »
un jour excédé, je suis désolé, je vous demande pardon, j'aurais pas dû le faire. J'ai dit, ah, bah ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut dans ma sacoche aujourd'hui, donc, eh ben, allongez-vous, on va faire ça tout de suite. Comment, docteur? Oui, oui, alors, j'ai la dose, une dose de cheval, en 5 minutes vous êtes morte. Allez, ah non! Je l'ai fait plusieurs fois, ça. Je l'ai fait plusieurs fois. Donc, j'aurais pas dû parce que c'est pas bien, je sais. Mais c'est juste pour montrer l'ambivalence. L'ambivalence des gens. L'ambivalence de nous. J'ai envie de mourir, j'ai pas envie de cette vie. Est-ce que j'ai envie qu'on me l'enlève? Oui, il y a des gens qui ont envie qu'on l'enlève. Pour cela, qui sont un nombre infime, la loi ne pourra jamais donner de solution. Je pense qu'il ne faut pas changer la loi. Et on le dit très clairement dans notre livre. Parce que ça serait une rupture anthropologique dont on ne sait pas. Enfin si, on sait, il n'y a qu'à regarder les pays étrangers. Ils n'arrêtent pas d'augmenter, d'élargir les indications. Et il y a toujours autant d'euthanasie clandestine en Belgique. Toujours autant d'euthanasie clandestine. Même le rapport officiel de la Belgique a dit qu'il y avait 30% d'euthanasie clandestine. Le rapport officiel. Ce n'est pas moi qui suis méchant avec les Belges. Ils le disent eux-mêmes. Donc la loi ne résoudra rien là-dessus. En revanche, développer les soins palliatifs, ça c'est une solution pérenne qui respecte les gens et qui est logique avec la loi. Oui, monsieur? La loi en Belgique est évidemment, d'ailleurs, la Cour européenne n'était pas saisie d'une demande de critique de la loi. Ils ont évidemment dit que la loi était bien cadrée. Ils ont dit simplement qu'elle n'était pas appliquée et que la commission de contrôle ne faisait pas son boulot. Point. Merci beaucoup. Je vais résumer la question en espérant ne pas vous trahir. Donc, premier point de votre question, c'est un point de la loi belge. Donc, effectivement, la Cour européenne a dit dans ses attendus que la loi belge n'était pas remise en cause, mais que c'est la manière dont fonctionne la commission de contrôle et certains de ses membres qui ont été épinglés parce que ça ne respecte pas les règles d'impartialité, d'anonymat, etc. Donc, nous, c'est important parce que il faut qu'ils fassent un travail là-dessus, comme nous, on le dit depuis des années, puisque la commission de contrôle, il n'y a pratiquement que des euthanasieurs dans la commission de contrôle. Donc, évidemment, c'est difficile d'être impartial. Deuxième point, vous avez dit des choses très justes, monsieur, sur la maladie de Charcot. Ces patients qui s'altèrent, qui maigrissent, qui perdent leur autonomie et qui ont tout ça en pleine conscience pour la plupart d'entre eux, est-ce qu'on a une solution autre que la sédation profonde? Pour l'instant, la plupart de ces malades vivent jusqu'au bout cette maladie, y compris dans cette perte et cette accumulation de pertes qui, nous, bien portants, nous sommes insupportables, mais eux, ils reculent leurs limites, ils reculent leur référentiel, et très peu de patients demandent une mort programmée. Pour ceux qui demandent une mort programmée, vous avez dit la sédation profonde les derniers jours, dans ces dernières semaines, mais effectivement, ça ne résout pas tout non plus, et j'ai dit tout à l'heure que nous étions conscients qu'il y avait quelque chose à trouver, probablement une sédation profonde plus précoce, ou une autre innovation juridique qui reste à valider pour les maladies neurodégénératives, parce qu'il n'y a pas que la maladie de Charcot qui pose des problèmes de malades qui disent qu'ils ne veulent pas vivre leur fin de vie dramatique comme ils savent qu'elle va l'être. Vous avez complètement raison, on est bien conscient de ça, on ne ferme absolument pas la porte à cette question que les malades nous posent de temps en temps, pas tout le temps, loin de là, mais vous avez raison. Enfin, le troisième point, c'était le développement des soins palliatifs. Alors, je suis d'accord avec vous, 175 millions sur 5 ans, c'est ridicule. Mais on l'a dit en termes mesurés à M. Véran. M. Véran n'est plus ministre de la Santé. François Braun, lui, est bien plus conscient que c'est vraiment très insuffisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se bat, monsieur, comme vous par votre présence ici, comme nous avec notre bulletin de vote à la prochaine fois, comme la Convention citoyenne, dans vos contacts avec les députés, et vous avez un député ici célèbre sur le développement de l'euthanasie, donc qui a dit des grosses choses déformées sur les soins palliatifs, emportées par sa souffrance personnelle. Et il est notre devoir de rappeler que les soins palliatifs ne font pas mourir les malades de faim et de soif, c'est faux, ça sera insensé, on sera des barbares, vraiment impossible, etc., etc. Donc, vous avez raison sur ces 3 points.
La Belgique est condamnée pour une chose précise, les soins palliatifs doivent être développés, et la maladie de Charcot, je suis comme vous, pas spécialement à l'aise d'un malade qui dit « Mais docteur, vous vous rendez compte, c'est horrible, je ne peux plus bouger ni les bras ni les jambes, je suis plein de conscience ». Mais souvent, le malade dit « Oui, mais mon mari, oui, mais mes enfants, je veux continuer à les voir », toujours cette ambivalence. Mais vous avez raison, il va falloir sûrement faire bouger les choses. Sûrement pas en termes de rupture anthropologique majeure, j'y crois pas, je pense que c'est trop dangereux, les exemples étrangers nous inquiètent, mais trouver d'autres solutions. Puis vous savez, les Canadiens viennent de publier des choses qui montrent que quand on dépénalise l'euthanasie, les soins palliatifs arrêtent de progresser. C'est dramatique. Alors là aussi, nos députés, M. Falorni dit qu'on n'enlève rien à personne et qu'on n'enlèvera rien aux soins palliatifs. Eh bien non. Les pays étrangers nous montrent que quand vous avez la facilité, parce que l'équipe de l'aide médicale à mourir, c'est la porte dans le couloir de droite, et qu'un malade arrive dans les hôpitaux canadiens, nos amis canadiens viennent de nous dire il n'y a pas longtemps que beaucoup de malades ne vont même pas profiter du chemin en soins palliatifs, de creuser ce qui leur arrive dans leur vie et d'aller jusqu'au bout finalement de leur vie sans demander l'euthanasie, parce qu'ils vont directement demander l'AMM à l'équipe qui est prête à les accueillir, et 15 jours après, ils sont euthanasiés. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, parce que ça veut dire qu'en Belgique, on a vu ça aussi, le recrutement des centres de soins palliatifs est altéré par la possibilité immédiate d'aller voir les équipes d'euthanasie. Ce qui veut dire qu'on ne laisse pas aux patients la chance qu'il doit vivre de... Je ne suis pas sadique, je ne cherche pas à prolonger les souffrances des malades, je me bats pour qu'ils n'en aient pas de souffrance et de douleur. Mais c'est à eux de savoir s'ils ont envie de vivre. Et le nombre de malades qui sont arrivés en disant « Docteur, on vient de m'annoncer un cancer. Alors moi, je peux vous dire, hein, je suis un tel, comme ça, comme ci, comme ça. Moi, dans 2 mois, si je ne vais pas mieux, hein, vous me faites la piqûre. » Mais 2 mois après, il ne va pas mieux et il ne me parle plus jamais de ça. Et il se bat pour sa vie, sa survie, ses chimios, ses enfants, sa maîtresse, son conjoint, son petit chien, etc. Donc ça, ce chemin-là, si vous ne le permettez pas, il n'y a plus de créativité des soins palliatifs, il n'y a plus de chemin de création des gens, et les gens se font euthanasier tout de suite. Alors les seules personnes qui se frottent les mains, c'est les mutuelles. Ah, les mutuelles ont déjà fait le calcul. Les Canadiens ont publié qu'en 2017, ils avaient économisé 150 millions de dollars avec l'euthanasie. Nous attendons la réaction des mutuelles qui a actuellement un silence assourdissant sur ce sujet. J'espère, et notamment avec notre collègue qui dit ça, vous avez bien fait comprendre à quel point l'immense majorité des patients, on sait faire, l'immense majorité des patients vivent jusqu'au bout, l'immense majorité des patients sont parfaitement pris en charge par la loi de l'ANETI si l'équipe de médecins fait correctement son boulot avec les soignants et les bénévoles. Mais je ne conteste pas, je n'ai jamais contesté dans mes écrits précédents, quand j'ai été expertisé par les tutelles, etc., qu'il n'y a pas de réponse à tout dans le tragique de la fin de vie. Et nous sommes dans une société qui a beaucoup bougé là-dessus, qui est dans le 0 contrainte, le 100% assurance et le 100% toute puissance. Moi, je vois bien, je suis enseignant universitaire depuis plus de 30 ans maintenant, je vois bien comment les étudiants changent leur écoute, changent leur référentiel et me posent des questions que j'ai jamais entendues dans ma vie avant. La société a bougé. La société ne supporte plus les contraintes et le fait de souffrir. Mais c'est une remarque de bien portant, souvent. Parce que quand vous serez malade, ben, vous ferez comme tout le monde, vous aurez un autre sens à votre vie. Jan Kelevich dit « la maladie, c'est une autre allure de la vie ». Et quand vous êtes malade, cette autre allure s'impose à vous, vous la vivez de l'intérieur si vous êtes bien accompagné. Mais clairement, il n'y aura jamais 100% de solution à tout le tragique de l'existence. Et on pourrait parler ici, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on a un groupe de travail avec l'Union nationale des familles des cérébro-lésés. Les gens qui n'ont plus communiqué depuis 10 ans, 15 ans, qui sont gravataires, en état possi-relationnel, pratiquement zéro communication ou zéro communication. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on travaille là-dessus. Parce que je crois les familles sont très abîmées par ces situations-là, les soignants aussi. On a peut-être des choses à inventer pour trouver
Je ne dis pas des exceptions à la loi, parce que dès que vous faites une exception, c'est plus une loi, c'est la porte qui s'ouvre. C'est des nouvelles manières de faire, des nouvelles logiques, parce qu'entre-temps, la science a énormément progressé sur ce qu'on sait de la capacité des cerveaux à récupérer ou pas. Donc, je sais que ça reste pour nous un aiguillon qui nous pousse à la créativité, qui nous pousse à l'inventivité et au travail, comme on va le faire dans la Convention citoyenne et comment on va le faire, puisque les deux ministres mettent en place des groupes de travail. On va participer au groupe de travail pour essayer de trouver de meilleures solutions pour ces situations exceptionnelles. C'est très très clair, la loi ne fait pas disparaître les euthanasies. La loi ne fait pas disparaître les euthanasies clandestines. La loi ne fait pas disparaître. Quelques mois après la loi belge, non, je ne vais pas terminer là-dessus, c'est trop dur, les dérives ont commencé immédiatement. Immédiatement. Donc, on le sait, on était là. J'étais enseignant universitaire en Belgique pendant des années. J'ai vu. Donc, qu'on ne me dise pas que la loi fait disparaître les euthanasies clandestines, quand les médecins ne risquent plus rien, il y en a qui font des euthanasies sans même pas ouvrir le dossier et prévenir la commission de contrôle. On le sait. C'est d'ailleurs pour ça que la commission de contrôle a dit qu'il y avait 30% d'euthanasies qui n'étaient pas déclarées. Et qu'il y a même un patron en Belgique qui se vante de faire des euthanasies et qui a dit publiquement qu'il ne faisait jamais de dossier. Donc ça n'empêche pas. Et c'est bien pour ça que nous tenons, nous, l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire de rupture anthropologique. Si jamais on fait quelque chose, la moins pire des solutions serait le suicide assisté, mais il faut qu'on travaille encore parce qu'un des seuls pays au monde qui a réussi à contrôler les choses, c'est l'Oregon et l'Australie. Il faut aller les voir, il faut travailler avec eux pour savoir comment ils ont fait pour contrôler, parce qu'il y a très très peu de dérives en Oregon. Mais on n'est pas des Américains non plus, nous ici, on est des Français. Donc méfions-nous des transferts de civilisation. Je tiens à vous dire que j'entends que certains d'entre vous ne partagent pas mes paroles et vous avez raison de le dire. Et ça ne me pose pas de souci. Vous avez la liberté de ne pas être d'accord avec moi, que les choses soient claires. Et c'est bien pour ça qu'il y a un débat. Ce que je demande cependant, c'est qu'on garde la tête froide, des bonnes définitions et qu'on ne dise pas des choses déformées. Non, les soins palliatifs ne font pas mourir de faim et de soif. Non, 92% des Français ne sont pas favorables à l'euthanasie. Oui, quand on est malade, on change son regard sur sa maladie. Ce n'est pas possible que ce soit des bien portants qui nous dictent des choses. Écoutons ce que nous disent les patients. Les patients, dans l'immense majorité, quand ils sont bien calmés, donc développons les soins palliatifs ardemment, vivent jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, il est 10 heures. Merci pour votre patience.